Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. On parlait d'humidité tout à l'heure et je voulais vous poser la question si vous aviez éventuellement des astuces, si vous utilisiez certains stratagèmes pour combattre les problèmes d'humidité. On peut retrouver parfois dans des caves ou en fonction de là où vous stockez vos bouteilles. Je sais que c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup notamment pour les cigares, pour le coup, qui est Qui, eux, ont besoin. un autre domaine, mais où là, effectivement, c'est un vrai sujet. Parce que ça impacte directement le produit et pas que l'emballage. Alors, je ne pense pas que l'humidité ait un impact direct sur une bouteille de rhum. Non, sur le gustatif, non, mais sur mais plus sur l'emballage, effectivement. Sur les Bien sûr. étiquettes, sur les bouchons et les boîtes, bien évidemment. Sur les étiquettes, surtout les étiquettes. Ouais. Moi, écoute, j'ai eu à creuser le sujet de manière urgente parce qu'en fait, ça nous fait un peu sauter les étapes, mais c'est pas grave. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de bouteilles chez moi, que je pouvais plus circuler dans la pièce où je les entreposais, mais également que s'il y avait un dégât des eaux et que s'il y avait ou un incendie ou un cambriolage, c'était la merde absolue. J'ai cherché effectivement le moyen de les stocker ailleurs que chez moi. Donc la première piste que j'ai eue, c'était des box de rangement. Tu sais, comme quand tu pars un an à l'étranger, un garde-meuble, quoi, tu vois, si tu veux, dans l'idée. Sauf que le truc était pas très sécurisant, c'était cher, bref. Et puis du bouche à oreille, j'ai entendu parler d'un endroit, mais je crois qu'il y en a plusieurs en France. Là, ça s'appelle les Chais de France, à Issy-les-Moulineaux. Et qui est en fait une ancienne carrière de craie et qui est un endroit en fait pour entreposer le vin. Donc autant vous dire que pour tout ce qui est stockage de bouteilles de vin, c'est le paradis. T'as une hygrométrie hyper élevée, il fait frais, c'est vraiment génial. Et du coup, l'endroit pour l'avoir visité, j'ai trouvé ça super, mais forcément, je me suis très très vite inquiété de me dire mais quid de autant d'hygrométrie sur mes bouteilles, mes étiquettes et mes boîtes en carton. Donc, j'ai interrogé les copains qui avaient leurs bouteilles déjà depuis 1, 2, 5 ans. J'avais pas plus de recul que 5 ans. Qui m'ont dit, écoute, on n'a jamais été emmerdés. Et certains m'ont dit, écoute, moi, j'ai bâché par-dessus. D'autres m'ont dit, ah non, surtout pas, si tu bâches, potentiellement, ça peut emprisonner l'humidité. Et donc, ça va faire de la flotte sur tes bouteilles en carton, ça va les flinguer. Et puis au final, là, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'elles y sont. J'y suis allé à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Alors, au tout début, j'avais bâché. Et en fait, j'ai stressé, j'ai tout débâché. Et effectivement, à 3 mois, 6 mois, 1 an, rien n'a bougé. Quand je touche les boîtes en carton, forcément, elles sont fraîches, mais elles paraissent pas humides, mais elles sont fraîches, mais en même temps, parce qu'il fait 9 ou 10 degrés enfin plutôt d'ailleurs 10, 11 degrés dans le lieu. Mais écoute, en discutant avec la personne qui gère ça, il m'a dit, écoute, franchement, si l'humidité avait dû attaquer l'étiquette et les boîtes en carton, ça l'aurait fait très rapidement. Il pensait même au bout d'1 mois ou 2, tu aurais eu des dégâts. Là, il me dit, si au bout de 3 mois, si au bout de 6 mois, et qui plus est maintenant, au bout d'1 an, tu n'as pas eu de dégâts, il n'y a pas de raison que tu en aies plus maintenant, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais ça a été une très, très grosse source de stress pour moi. Parce que c'était vraiment l'inconnu, quoi. Alors donc, ça a été empirique. Ça nous amène au sujet suivant. Concernant justement des box ou des chais de conservation privés ou, enfin, je sais pas, ouais, privés. Alors, moi, c'est privé, oui. Enfin, c'est des sociétés qui mettent ça en place. C'est une société, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, qui assure ça. Quentin, toi, de ton côté, tu utilises ce genre de service? Non. J'ai une bonne assurance, des caméras et une porte blindée. C'est déjà bien assez. C'est déjà pas mal. Donc, porte blindée sur ta cave ou sur ta maison? Non, sur la maison en général. La maison en général, ok. En Belgique, c'est un peu particulier. On n'a pas beaucoup cette culture du vin, donc on ne dispose pas de chais de vieillissement et des choses comme ça.
Ouais. Mais il y a des assurances qui sont faites sur mesure pour les œuvres d'art notamment, et donc potentiellement aussi pour des collections de Rome. Et c'est vers ça que moi je me suis tourné. Alors c'est un peu chaotique pour se faire assurer, parce que faut que les mecs comprennent que ce que t'en mets, ça vaut de l'argent. C'est pas juste une bouteille de rhum à mettre avec du coca. Et, Oui. une fois qu'ils ont compris ça, ben ça va. C'est pas trop compliqué. Mais ouais. Alors justement, là, tu vois, je suis d'autant plus heureux qu'on t'ait dans l'émission, Quentin, parce que justement, c'est la question qui revient le plus sur la confrérie du Rhum. Est-ce qu'on peut assurer une collection? Si oui, comment, combien, etc. Et nous, en France, à ma connaissance en tout cas, ce n'est pas possible, ou quasiment pas possible. J'ai des amis assureurs, vraiment très bons amis, etc. On leur avait posé la question avec Jean-Paul, avec qui on partage justement notre espace de stockage avant du coup de faire ça. Et en fait, il m'avait dit, tu trouveras peut-être effectivement via un assureur d'art, mais ça va être l'enfer. Il faudra qu'à chaque fois que tu rentres une bouteille, tu la déclares, qu'à chaque fois tu fasses une réestimation quasiment tous les ans, parce que forcément les cotes augmentent tous les ans. D'autres qui me disaient, bah oui, mais en plus il te faudra ta facture d'origine. Et comme dans une collection, tu as beaucoup de seconde main, tu as beaucoup d'achats en secondaire, etc. Comment est-ce que tu vas avoir des preuves de ce que ça vaut, etc. Donc, Comme pour des œuvres d'art, finalement. Ouais, ouais. voilà, mais en tout cas, on m'avait dit en France, laisse tomber, c'est l'enfer, tu n'y arriveras pas. Et c'est aussi pour ça qu'on avait tout mis dans un endroit où on s'est dit au moins le problème de l'assurance ne se posera pas parce que ce sera l'assurance du lieu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de ton expérience un peu toi comment ça s'est passé pour assurer ta collection? Alors, simplement, donc ce sont des assureurs un peu particuliers, c'est pas des assureurs tout venant, faut pas aller à AXA ou des choses comme ça. Ce sont des gens qui font vraiment, qui assurent les produits d'exception, les œuvres d'art, etc. Mhm. Alors le coût, ben, il varie en fonction de ce que tu assures, forcément. Moi, ça s'est passé simplement, ils m'ont demandé de leur remettre une liste de noms et de prix estimés. Mais n'étant pas capables eux-mêmes d'évaluer, de contre-évaluer, ils ont eu besoin d'un expert. Et il se trouve que comme c'est mon boulot, ben, l'expert c'est moi, entre guillemets. Donc je leur ai fait, Ah, mais quel génie! je leur ai fait les comparaisons en passant sur les sites d'enchères à l'époque, parce que c'est ça pour moi la référence. Mhm. Euh, en montant ben, les 3 derniers prix sortis, de faire une moyenne, et voilà, avec photo à l'appui, et ils ont suivi. Et il y a une réévaluation qui peut être faite, forcément à mes frais, quand je le souhaite. Si par exemple il y a des bouteilles qui montrent beaucoup trop, que ça devient un peu trop touchy, et que ben, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, ouais, je peux faire réévaluer, et à ce moment-là, ben, ils calculent la différence et ils te font raquer fin du mois, Mhm. simplement. Mais c'est faisable en Belgique. Alors après, c'est pas super facile. Toutes les banques ne le font pas, tous les assureurs ne le font pas, mais c'est faisable en tout cas allez, le nom art, on va dire. C'est comme de l'art. Mhm. Donc, Ok. ouais, ça- Bon, il y aura peut-être quelque chose à creuser en France aussi, probablement, hein. Faudrait, Alors, effectivement. justement, déjà que tu viens de dire le terme banque, moi je me posais la question s'il y avait la possibilité de déposer des bouteilles dans des coffres, effectivement, Oui, dans une banque. oui, 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 tout à fait. Le coffre, il est nominatif, donc tu mets ce Oui, que tu voilà. veux dedans. Il y a des gens ils mettent des billets, des gens ils mettent des bouteilles, des gens ils Des mettent bijoux, des trucs, ouais, voilà. voilà, donc le coffre. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que dans beaucoup de coffres comme ça, il fait très frais. Donc ça permet de ne pas avoir d'évaporation au niveau des bouteilles. Mhm. Mais après, je ne connais pas le coût. Je ne m'en suis jamais vraiment renseigné. Donc, Ouais, mais mais je connais j'imagine que ce pas genre de forcément. coffre n'est pas très grand, donc c'est pas forcément pour de très grandes collections Tu non peux plus. avoir des grands coffres. Je pense que tu peux avoir des grands coffres. Je connais quelqu'un qui a quelques bouteilles dans un coffre, et je pense que tu peux avoir des coffres assez sympas pour du moins mettre, on va dire, une partie sensible de ta collection. Ce qui sera Hmm. moins cher, forcément, parce que le coffre te coûtera moins cher qu'une assurance. Mais ouais, si tu as vraiment des bouteilles rares et que tu t'es pas à l'aise chez toi, bah oui, pourquoi pas. Hmm. Parce qu'il faut pas se mentir, il y a des bouteilles aujourd'hui qui atteignent des valeurs qui te permettent de bien te sortir des ennuis si jamais tu en as. Et, Hmm. et que voilà, faut se prémunir d'un drame. Oui, et puis que là, au contraire d'une assurance, tu as quand même la sécurité de la banque, j'ai envie de dire.
Voilà. On parle d'une vraie banque où les gens viennent mettre de l'argent, etc. Donc, c'est pas rien C'est ça. en même temps. Ouais, ouais. Ouais, c'était assez marrant quand j'avais posé la question au fameux chai où j'ai entreposé des bouteilles fermées. Euh, J'avais posé la question d'un éventuel cambriolage. Et en fait, le type a rigolé parce qu'il me dit, bon, supposons qu'il arrive à déjouer l'alarme, le système de surveillance, le double porte blindé, qu'il arrive jusqu'à votre caveau, parce qu'effectivement, c'est immense et il y en a partout, et puis vraiment, t'as un nombre de box qui est délirant là-dedans. Le type me dit, vous inquiétez pas, monsieur, c'est pas vos bouteilles qui seront volées. Qui seront volés en Parce premier. que, ah ouais, il me disait en termes de vin, laisse tomber, toutes tes bouteilles de rhum, personne n'en aura rien à foutre. Tout le monde cherchera Romanée Conti ou Pétrus et repartira avec une caisse, en plus ce sera moins lourd. Donc, Oui, voilà. on voit ça, il y avait un reportage récemment sur le plus gros collectionneur de vin Ouais, le fameux, là, je me souviens plus de son nom. Il y Mais avait ouais. effectivement une petite collection de spiritueux, mais comparé à sa collection de vin, ça se perdait dans la masse. Et en fait, Ouais. je pense que même un voleur chez lui n'aurait jamais, se serait jamais arrêté dessus. En fait, voilà, c'est complètement C'est sûr. hallucinant. Donc, en gros, tu caches tes bouteilles de spiritueux Au milieu du une vin. énorme collection de vin. Voilà. C'est ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait, même si c'est pas ma collection de vin, du coup, c'est un peu ça. Euh, pour les bouteilles ouvertes, la conservation des bouteilles ouvertes, vous faites comment? Parce que là, on a parlé essentiellement de bouteilles fermées. Faut la boire Pour les vite. bouteilles ouvertes. Et oui, ça c'est ça, c'est le meilleur conseil. La boire vite. Voilà. Non, après, j'avais un copain qui faisait un truc pas mal. C'est que il sauvegardait 10 centilitres de toutes ses bouteilles qu'il aimait bien pour les vieux jours. Comme ça, effectivement, même s'il la buvait vite, et ben, il savait qu'il lui en resterait pour des jours plus vieux. Et également, si jamais au contraire, il la buvait lentement et que voilà, elle s'altérait un peu, bah, au moins, il était sûr d'en avoir une petite quantité bien conservée, quoi. Alors, c'est Donc, un fastidieux, échantillon mais plus bon, petit. c'était intéressant. C'est ça, tout à fait. Après, je sais qu'il y a pas mal Alors oui, la boire vite, effectivement, c'est le meilleur conseil, je pense, une fois qu'elle est ouverte. Après, il y a des gens qui essayent quand même de gruger un peu, déjà en fonction du volume qui reste dans la bouteille, pour pas que l'air à l'intérieur altère de trop. Alors, Mhm. on a vu pas mal de choses. On a vu, oui, de paraffiner éventuellement le bouchon. Mhm. On a vu, Les alors, il y a billes le même aussi. système il y a les billes, Ouais, effectivement, qui rajoutent des billes en verre pour combler le volume perdu. ouais. Euh, Sinon, j'ai vu également des gens qui font. Alors, c'est un outil qu'on utilise plus pour les bouteilles de vin, pour extraire effectivement l'oxygène qui est à l'intérieur. Ça, j'ai entendu du mal là-dessus, ouais. Ouais, Je ne ça, sais j'en pas ai comment ça entendu du s'appelle, ce genre mal. de truc. Je l'ai vu dans le Ouais, vin. ouais. J'ai Je l'ai vu entendu que aussi certaines dans le vin, personnes ouais. l'avaient essayé sur les SPI, mais je ne saurais pas dire ce que ça donne en termes de résultats. Je sais Euh, pas. Ça, c'est pareil. Ça, il faudrait je ne sais pas si tester toi, ou tu avoir as une des expérience par rapport à ça. témoignages. Moi, non. Non. Quentin. J'ai des bouteilles je regarde dans les bouteilles que j'ai. Il y a des bouteilles que j'ai depuis très longtemps où il y a encore dedans. Notamment une bouteille de Port-Morand l'Esprit, Mhm. de notre ami Tristan, qui était à 59 degrés de mémoire. Mhm. J'avais beaucoup de mal à attaquer. Je pense pas qu'elle ait bougé d'un iota si je retourne dedans, parce que de nouveau la température ambiante n'est pas trop haute. Mhm. Euh, la bouteille n'est pas ouverte et fermée fréquemment. Donc voilà. L'air dans la bouteille, au final, qui rentre, c'est seulement quand tu ouvres et tu fermes ta bouteille. Donc si tu l'ouvres et que Ça. tu la fermes 60 fois d'affilée et que tu sors chaque fois un petit centilitre, bah oui. Mais si tu l'ouvres généreusement avec des copains, que tu fais une dizaine de verres et que tu la refermes, même si elle reste là quelques années, je pense pas qu'elle va s'altérer beaucoup. Et même le cas échéant, si elle s'altère, il restera un tout petit fond dedans et c'est pas encore trop grave, sauf si c'est pour certaines bouteilles, oui, mais Mhm. j'ai pas assez de recul sur la chose que pour te donner un avis tranché. Moi, sur certaines bouteilles, j'ai un peu flippé. Donc, arrivé à 20 centilitres, je les ai transvasées justement dans des grands samples de 20 centilitres pour qu'il y ait le moins d'air possible, parce que je dis quand même, ce Les serait gens qui trop font ça. con. Mais bon, écoute, là encore, c'est basé sur des suppositions. Moi non plus, j'ai pas de recul là-dessus. Donc, je me souviens par contre, et Benoît, t'étais là, quand on avait vu
Marc Sassier chez Saint James en fin de dégustation, et si t'étais là, et qu'il avait voulu nous faire goûter deux trois breloques vraiment Oui, très je m'en très vieilles. souviens. Ouais. Et bah il y avait des bouteilles, c'était passé. C'est-à-dire vraiment, il y avait cette dissociation au alcool et tu avais l'impression que ça avait été dilué et autres. Et Ouais, voilà, c'était parce affreusement que plat, parce que c'était ouvert depuis longtemps et que. c'est ça. Alors, a priori, depuis très 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 longtemps et avec vraiment Oui. quasiment plus rien dans la bouteille non plus, hein. Ça, Marc nous l'avait dit, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'était intéressant de se rendre compte aussi de oui, ah merde, effectivement, tu peux avoir une bouteille flinguée. Ça peut arriver. Alors, j'ai un certain nombre de questions et de points à aborder, puisqu'évidemment, évidemment, Olivier m'a aidé à préparer cette émission. Pour une fois que c'est pas moi qui prépare, et par contre, il y a un truc qui m'interpelle. Comment lister sa collection intérêt-risque? Olivier, il faut que tu m'expliques la question avant d'y répondre. Ben, écoute, moi j'ai été agréablement surpris et c'est pour ça que je suis permis de mettre ça dans les points à soulever par la création d'applications et puis de logiciels de stockage. Alors avant, moi de mon temps, je parle comme un vieux con, mais c'est pas grave. C'était les fichiers Excel où tu mettais ligne par ligne toute ta Tu avais collection. déjà Excel de ton temps? Ouais, Minitel, sur Minitel. Ah, Et, euh, et écoute, c'était hyper fastidieux, ça faisait chier toute la terre. Donc moi, très vite, quand j'ai eu mon premier iPhone, je m'étais fait une note sur iPhone où je notais toutes mes bouteilles. Et puis en fait, effectivement, avec l'essor des applications vraiment encore plus ces dernières années, eh ben, on a vu Romix, on a vu une autre dont j'ai oublié le nom, bon, Mathieu Letty m'en voudra pas trop, j'espère. petit Rome. Voilà, exactement. Et effectivement, je trouvais ça vraiment cool. Alors, c'était trop tard pour moi, c'était définitivement trop tard parce que j'allais pas rentrer 700 bouteilles là-dedans, mais je trouvais génial de pouvoir, un peu comme ça existe dans le vin, puis ça existe aussi sur Whisky Base ou quelque chose comme ça, où tu peux Whisky rentrer. Base, oui, oui, bien sûr. Oh, ça existe un Voilà, peu dans tous les domaines aujourd'hui, hein, je pense. voilà. Et du coup, je trouvais ça génial parce que vous allez me prendre pour un fou, mais ça m'est arrivé des fois de me dire, ah merde, est-ce que cette bouteille, je l'ai déjà ou pas? Je ne sais plus. Et du coup, bah, voilà. Heureusement que tu as un moyen de savoir ce que tu as dans ta C'est collection. ça le moment où t'en as trop. C'est possible aussi. Mais du coup, voilà. Alors, je sais pas, Quentin, toi, comment tu. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu listes tes bouteilles ou pas spécialement? Est-ce que tu tiens un inventaire? Non, il nous l'a dit tout à l'heure, quand il range, il redécouvre des trucs qu'il Non. ne savait pas l'existence. Ouais. J'ai une liste générale, mais non. Et puis, comme tu dis, Remix, c'est très beau, c'est très bien fait, mais C'est c'est trop vrai que ça tard. prend du temps si tu Ah, veux c'est ça. commencer Ah, ouais. Si tu veux à bien faire, ça encoder prend du des temps. bouteilles. Ah, il faudrait le faire au début. C'est-à-dire Ah que. oui, ah, mais C'est-à-dire que ça prend du temps une fois. pour les personnes qui commencent à acheter un peu du rhum et qui veulent avoir leur collection, c'est la meilleure application du monde. Mais Ah, ouais. moi, perso, j'ai pas le courage. Oh, c'est pareil. Non, non, moi j'ai complètement. Oliver le sait très bien. J'ai complètement abandonné l'idée et c'est dommage parce qu'effectivement c'est un regret, c'est que j'aurais vraiment aimé effectivement que cette appli existe quand j'ai commencé le rhum. Je me serais éclaté. J'ai eu le plaisir de commencer la bière avec Untapped. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper heureux d'avoir cette espèce de banque de données qui retient les quasiment 4000 bières que j'ai dégustées dans ma vie, bières différentes. Parce que des fois, je me dis, tiens, est-ce que j'avais bien aimé celle-là? Est-ce que j'avais pas aimé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je l'ai goûté d'ailleurs? Je sais même plus. Et du coup, ouais, j'aurais rêvé d'avoir ça à l'époque. Le gros geek que je suis aurait été encore plus geek. Après, avec un peu d'assiduité, imagine-toi que tu rajoutes une bouteille par jour. Ah non, ça me décourage. Non, parce que ce Il sera aura oublié quelle bouteille il a mis. en plus. C'est sûr. Alors, c'est sûr. Non, non, non. Non, non, Tu t'en tant auras pis. bu entre-temps, donc En plus, mais C'est oui. ça, en plus, ouais, c'est ça. Non, non, ça c'est pas possible. Euh, alors, Quentin, tu nous en parlais tout à l'heure, j'avance hein, parce que je vois que Oui, le temps oui, t'as avance raison. aussi. Le temps tourne. Comment valoriser sa collection? Alors, tout à l'heure, tu nous parlais justement par rapport à l'assurance, que toi, tu valorisais notamment par rapport à certains sites de vente aux enchères. Il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de ventes aux enchères et qu'en plus, on commence à avoir de plus en plus de rhum aujourd'hui dans les ventes aux enchères, que C'est ce vrai. soit via des sites comme Rhum Auctioneer, mais voire
voir d'autres, hein, en France et ailleurs, en Martinique également depuis peu. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour valoriser, que vous utilisez pour valoriser vos collections, vos bouteilles? Non. Je pense que de manière globale, c'est peut-être une des façons les plus fiables, à moins qu'on en trouve encore chez les cavistes, et du coup, on peut utiliser ces tarifs-là pour valoriser certaines choses. Ça, par contre, ça, c'est une évidence même, c'est que si une bouteille est toujours disponible chez des cavistes, elle ne peut pas valoir plus cher que le prix qu'elle est chez les cavistes. Absolument. Ça, et d'ailleurs, je suis vraiment, pour en venir à un autre sujet, c'est que je suis contre ça. C'est l'achat chez des cavistes et la revente directement sur des réseaux seconds. Les flippers, on appelle ça. Ça, c'est quelque chose. Alors ça, on l'a bien vu, ne serait-ce que cette année, avec un certain nombre de bouteilles qui sont sorties. Là, je prends la dernière en date, l'éphémère numéro 6, sortie au Ramfest de Paris, en rupture sur le salon. Et malgré le fait qu'il y en avait encore 3000 qui étaient en circulation juste derrière, 3500 qui allaient encore venir, on en retrouvait déjà sur certaines plateformes, sur certains. Écoute, j'ai un ami à moi qui m'a envoyé un lien 20 minutes avant notre live. C'était donc les 3 premiers éphémères sur Internet, en boutique en ligne. Je sais pas le nom. Et le prix affiché, je pense que c'était 600 € remisé à 569 €. Voilà, une incroyable ristourne permettait d'acquérir ces bouteilles absolument intouchables pour la modique somme de 560 balles. Ouais. Incroyable. La bonne affaire. Et t'as sauté dessus du coup? Écoute, j'ai pas hésité une seule seconde. Je les ai même bouffés. Non, mais je pense que les gens qui sont comme nous, qui sont devenus collectionneurs par la force des choses, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que quand on achète plus de bouteilles que ce qu'on peut en boire, ben, forcément ça s'accumule et que tu te retrouves à un moment ça reste à prouver. et que tu te retrouves à un moment où tu as des bouteilles qui prennent de la valeur par la force des choses. Bien sûr. Au moment où tu les prends, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est comme une certaine somme d'argent maintenant. Est-ce que l'ouvrir et la craquer, c'est pas un peu indécent? Alors, je le fais sur certaines bouteilles parce que quand j'ai envie, je ne me prive pas. Mais il faut pas faut pas confondre le gars qui collectionne et qui forcément a des bouteilles qui arrivent à certaines valeurs et des gens qui spéculent, pur et dur. Pour trouver, par exemple, bêtement, les derniers HSE de la confrérie où ça a été la guerre pour les avoir, les gens qui achètent et puis 2 jours après, tu les vois sur les réseaux sociaux à 175 balles. Moi, je me permets de faire la remarque là-dessus parce que les cavistes, ils jouent tous le jeu pour que tout le monde puisse avoir les bouteilles au bon prix. Et derrière, il y a des mecs, pour se faire 30-40 balles, ils font ça. Je trouve pas ça cool. Je suis entièrement d'accord, mais c'est quelque chose, malheureusement, de très, très difficile à régler, à surveiller. Et puis, alors, je sais que je prends l'exemple de Vélier qui essaie de combattre ça un peu avec le groupe Facebook qu'ils ont mis en place pour ça, mais ça aussi, c'est du travail, c'est du temps. Faut un suivi derrière, etc. C'est pas toujours évident. Alors, oui, même ça, les gens essaient de gruger en effaçant les numéros de série, en floutant les trucs sur les photos. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment pas évident. Je sais que ça a été un sujet à un moment donné sur la confrérie, notamment à la sortie alors, pas que les dernières HSE, mais même avant ça, sur d'autres références, comme quoi on surveillait pas assez, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément dans nos cordes. Dans vos capacités, oui, aussi, bien sûr. On n'a pas les moyens techniques et ni le temps, d'ailleurs, de suivre chaque achat et chaque bouteille, de voir chez qui elle va atterrir. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas non plus. Non. C'est vrai aussi. Alors après, je ne veux pas savoir qui acquiert les bouteilles de la confrérie. Je veux dire, alors quelque part de un, je m'en fous. Tant que ça fait plaisir à quelqu'un, tant mieux. Après, malheureusement, dans les gens qui achètent, il y a aussi des spéculateurs, des gens un peu moins bien attentionnés qui, encore là, comme tu l'as dit, la HSE, elle est sortie et dès le lendemain, on l'a vu pour 3 fois le prix sur eBay. Ouais. Mais ce que je dis, c'est vraiment, faut pas confondre les bouteilles de collection, des bouteilles qui sont sorties il y a 10 ans, 15 ans, et des bouteilles qui sont sorties il y a 1 mois, 2 mois, 1 an. On parle pas des mêmes produits. Nous, on en a fait notre peuvent déjà être des bouteilles de collection. Hein. Je veux dire, à partir du moment où c'est limité, c'est voué à devenir une bouteille de collection, quelque part. Oui, tout à fait. Oui.
Tout à fait, tout à fait. Je me souviens que j'ai constaté plusieurs petites choses ces dernières années. Une, à l'époque où effectivement je ne concevais pas le concept même d'une collection entière de bouteilles fermées. Pour moi, c'était inconcevable. Maintenant, je le conçois beaucoup plus parce qu'après tout, effectivement, chacun est libre de collectionner ce qu'il a envie, même si bon, il y a un produit de plaisir de bouche à l'intérieur. Bah, après tout, tant pis si la personne se prive de ça. Et je me souviens d'un copain qui nous écoute assez souvent d'ailleurs sur le podcast. Je comprenais pas comment il pouvait me dire que la bouteille de Skeldon 78, qui était de son année de naissance, alors je sais que j'en ai déjà parlé, je radote un peu, eh bien, il avait prévu de l'ouvrir et puis maintenant, il ne concevait plus de l'ouvrir vu le prix les sommes que ça atteignait. Et lorsque je m'agaçais ou je m'offusquais devant ce discours, il me répondait, et aujourd'hui je le comprends, c'est marrant, peut-être il m'a fallu grandir un peu aussi sur mes idéaux ou autres. Il me disait, écoute, je gagne pas 100 000 balles par an ou 10 000 balles par mois. Et en fait, un peu comme tu disais tout à l'heure, Quentin, s'il se passe quelque chose dans ma vie, si demain ma baraque prend feu ou quelqu'un de ma famille est dans une précarité terrible et que j'ai besoin de débloquer 50 000 balles, bah en fait, ouais, ça me fera chier, mais je la vendrai en fait. Parce que c'est de l'argent disponible maintenant. Je pense que c'est une question de philosophie. Euh, Chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Bien Mais je sûr. pense que c'est plus une question de philosophie où, à la base, la bouteille, tu l'as achetée pour une certaine raison. Moi, pour ma part, parce que bon, je suis passé par là également, euh, bouteille chère ou pas, à un moment donné, j'ai souhaité avoir une bouteille, c'était pour la boire. C'était Mmh. pour goûter. Et peu importe la valeur qu'elle va prendre, au contraire, bah, ça va peut-être rajouter même le plaisir que je vais avoir à la déguster, mais je la dégusterai. Je Mmh. ne suis pas Ah trop bah, dans ce truc-là. Après, voilà, c'est une philosophie de dégustation. Ça reste un produit de dégustation et je veux pouvoir le déguster. Euh, voilà, je suis pas, comme je dis, je suis pas collectionneur et je suis pas dans le délire d'utiliser ça comme un futur produit financier. non, je comprends. Enfin, Je voilà. comprends aussi. Ça risque de décupler le plaisir que je vais avoir à la déguster, justement, ou à la Bien partager. sûr. Bah, après, tu as aussi les gens, et ça, je l'ai vu récemment lors de mon dernier voyage en Martinique, qui, lorsque financièrement ils le peuvent, doublent la bouteille, en mettent une dans leur collection fermée, et puis en ouvrent une. Génial. Et tu vois, là, le badge 2 du Desson 21, quand le copain est arrivé à la maison avec la bouteille, je lui ai dit, mais il faut quand même se rendre compte de la chance que j'ai que la bouteille soit ouverte et que ce soit alors, pas open bar, mais tu vois, qui est justement un petit peu cette insouciance. C'est-à-dire ce moment où on oublie que chaque centilitre vaut plusieurs dizaines d'euros et au fait que bah voilà, ça reste du rhum et ça reste Ça reste un à la produit de plaisir. base un produit de plaisir et de consommation, Ouais, c'est quoi. ça. C'est ça. Et c'est vrai que je trouvais ça génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le prendre pour un fou, quoi, de faire ça. Mais tout comme, je pense, pour nous trois, on a certaines bouteilles ouvertes où les gens disent, quoi, t'as ouvert ça? Mais, oh, bah ouais, bah écoute, j'ai ouvert ça. Et puis Voilà. voilà, ce sera à refaire, je le referai. En Ouais. fait, tu vois, moi, j'ai le plaisir d'avoir 2 Skeldon ouverts à la maison. Mais écoute, je regrette pas. Oui, maintenant, ça vaut de quoi acheter une bagnole avec chaque bouteille. Mais je regrette pas parce que chaque centilitre que j'ai bu ou que j'ai offert ou que j'ai partagé, etc., bah, ça a été un plaisir incroyable. Et puis je m'en Parce que fous en tu as fait. déjà deux bagnoles de toute façon. Non, non, j'ai une trottinette et une Oui, voiture. dans la généralité, toutes les bouteilles ne sont pas destinées à rester fermées. Moi, dans ma collection personnelle, j'ai tendance à penser que si j'ai un coup de folie un jour, bah voilà, j'ai pas de problème. Les bouteilles, elles ont été payées il y a longtemps. Si j'ai envie d'ouvrir une bouteille, je le ferai. C'est Hmm. ça. Je vais pas me prendre la tête. Mais quand tu en as un certain nombre, c'est vrai que tu peux pas toutes les boire. Là, ce serait, ce serait être Bon. fou de croire que tu peux le faire. Ou alors, il faut inviter beaucoup de copains. Et j'en connais qui pourraient m'aider à beaucoup les Écoute, on est vider. là, hein. On est là. Mais, T'as nos mais voilà, contacts. oui.